Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, du FC Barcelone et fans de football en général. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui sur la chaîne, on se retrouve pour parler ensemble de 3 sujets assez intéressants. Dans un premier temps, on parlera du retour de David Alaba qui est bien sûr très attendu contre Séville dans le cas où le Real Madrid ne compte que sur Rudiger comme défenseur central d'expérience et de métier. En l'absence de Nacho suspendu, de Militao blessé, forcément le retour d'Alaba est bien qu'attendu, assez critiqué aussi de la part des supporters qui n'aiment pas énormément son début de saison. On va parler aussi de Takefusa Kubo qui serait prêt à revenir au Real Madrid, bien entendu pas à n'importe quelle condition pour éviter par exemple le cas de Martin Odegaard qui avait dû repartir ensuite à Arsenal. Et pour terminer, on parlera de Laporta qui est actuellement visé par les juges instructeurs de Barcelone dans l'affaire Negreira pour être autant inculpé que ses prédécesseurs Bartomeu et Rosell. Je vous rappelle que si vous êtes fan du Real Madrid, du FC Barcelone ou de n'importe quel club en général, n'hésitez pas à vous abonner, il y a tous les concepts qu'il faut pour vous divertir, pour parler de football et notre passion chaque jour et chaque semaine tous ensemble. On vise les 70 000 abonnés les amis d'ici début 2024, alors n'hésitez pas si vous aimez mon travail à venir en tout cas rejoindre l'équipage, ça me fait plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux, bienvenue à tous. David Alaba est très critiqué du côté du Real Madrid pour son début de saison qui est vraiment en demi-teinte. On sait que l'an dernier il a pas fait une saison exceptionnelle parce qu'il a eu beaucoup de blessures, il a souvent rechuté, il était souvent pas au top de sa forme dans les meilleurs moments ou les moments les plus décisifs, même si bien sûr son expérience lui a permis de combler par moments certaines lacunes qu'il pouvait avoir sur le plan physique ou le plan technique ou certaines défaillances du moins. Malheureusement il y a eu beaucoup de cas où il était en retard, où il était mal positionné, où souvent dans les duels il était un peu limité, où il était souvent pris de la tête dans les duels aériens ou même sur les duels au sol il prenait les contres en tout cas défavorables parce que l'attaquant mettait plus d'impact que lui, parce qu'il y allait un peu mollement, ou par moments il était simplement juste dépassé, avec des fois des crises de nerfs contre ses coéquipiers, où il va leur dire limite que c'est à eux d'aller sur le marquage, ou que c'est à eux de prendre en tout cas cet espace-là qui était un petit peu laissé libre par la défense du Real Madrid, alors que justement quand tu analyses certaines actions, c'était à lui d'y aller, comme par exemple depuis le début de saison, il est critiqué parce que comme je le répète, il est souvent en retard, mal positionné, il a du mal dans l'impact, il a du mal par exemple à être comme Rudiger, un véritable guerrier en tout temps et toujours en avance sur les duels et dans l'interception, contre l'Atlético Madrid, on a pris 3 buts photocopiés les uns des autres. C'est souvent lui qui était en retard dans la charnière centrale pour intervenir sur Morata ou encore sur Griezmann. À un moment donné, il a pété un plomb sur Fran Garcia, sur Camavinga, qui étaient certes à côté de Morata, mais c'était pas à eux de venir prendre le marquage de Morata. Morata, c'est l'attaquant de pointe et c'est normalement à un défenseur central comme Rudiger ou Alaba de prendre ce marquage-là. Même si dans le football, ce n'est pas poste pour poste et c'est pas en général un marquage individuel qui peut être fait. Tu peux avoir des marquages de zone ou des marquages de circonstances où par exemple, si l'adversaire a coulissé, fait des transitions rapides, c'est au joueur le plus proche d'intervenir et de faire en sorte que les coéquipiers à côté, qu'ils soient défenseurs, milieu de terrain ou autres, prennent en tout cas l'espace laissé vacant par celui qui a dépassé sa fonction pour aller défendre. Et du coup là sur la situation, c'était quand même juste à Alaba d'intervenir. C'était pas à Kama ni à Fran Garcia. Et depuis le début de saison, on a pris beaucoup de buts dans l'axe, sur des centres, sur en tout cas des remises plein axe et malheureusement à chaque fois on n'est pas là pour intervenir et gêner le tir. Donc Alaba de retour contre Séville, ça peut être très bien, ce qui va manquer de forme, de rythme, etc. Même s'il a repris l'entraînement collectif, on n'est pas à l'abri qu'il rechute déjà à peine revenu de blessure, parce que bon, même s'il est clair que c'est mieux d'avoir Alaba Rudiger sur le papier que faire Tchouaméni en défense centrale ou Mendy en défense centrale qui seraient les deux autres solutions qu'on pourrait faire, sauf monter un jeune du Castilla comme Marvel par exemple ou Carrillo, mais le manque d'expérience des jeunes dans un grand match contre Séville à l'extérieur, c'est un peu compliqué et aussi c'est quand même mieux d'avoir Tchouaméni en numéro 6 vu qu'il rayonne dans cet axe-là du terrain depuis le début de saison. C'est lui qui apporte l'équilibre, qui est offert et au moulin et c'est un joueur important dans le système d'Ancelotti. Pour l'équilibre et tout ça bien entendu, mais l'avoir en défense centrale, ça a marché contre Osasuna qui n'était pas une opposition importante et intéressante, qui nous a pas posé de problème du début à la fin du match dans les deux surfaces, donc contre une opposition plus expérimentée, plus intéressante, même si Séville ne fait pas le meilleur début de saison de son histoire, ça reste quand même Séville, ils ont changé de coach, ils vont avoir une nouvelle dynamique, il y a quand même les circonstances aussi atténuantes du côté de Séville qui peuvent contre nous comme d'habitude se révéler être un adversaire assez coriace, surtout sur leur terrain.
Donc jouer avec les joueurs à leur poste et avec les meilleures armes possibles à chaque poste, c'est quand même plus intéressant. Et David Alaba aujourd'hui comprend qu'il est dans le flot des critiques. Il a lui-même avoué après l'Atlético qu'il était conscient de ses fautes et s'en était excusé. Là, le Real Madrid est quand même sur une bonne dynamique en étant leader de Liga, leader de son groupe de Ligue des Champions. Mais c'est à Alaba, par son expérience et son intégrité, de retrouver simplement le mental qui a fait de lui un leader du Real dès sa première saison quand il est arrivé pour la saison 2021-2022. On fait quand même le doublé Liga, Ligue des Champions. C'est aussi à lui de faire en sorte qu'on arrive à retrouver les sommets et la stabilité défensive, parce que pour l'instant, le 4-4-2, on peut le critiquer dans tous les sens, mais offensivement, ça marche plutôt bien. Au niveau de la possession et des coulissements et des transitions, ça marche plutôt bien, même si certains joueurs comme Rodrigo, par exemple, devant, sont pas encore adaptés à ce système. Vinicius continue de marquer et être décisif, même s'il pourrait l'être plus dans un 4-3-3, il s'adapte de plus en plus. Donc en défense aussi, on a du mal parce qu'on a pris quelques buts, mais mine de rien, par rapport aux dernières saisons, c'est le Real Madrid qui encaisse le moins de buts qu'on a vu au bout d'une dizaine de matchs toutes compètes confondues. Donc si on est de plus en plus solide, mais que malgré ça on fait quand même quelques erreurs, c'est qu'il y a quelque chose, des petits détails à rectifier, et ça passe aussi forcément par la forme de David Alaba. Mais David Alaba doit se ressaisir sur le positionnement, sur quand parler et comment à ses coéquipiers, intervenir comme Rudiger le fait, avec autorité, avec expérience et surtout avec assurance, et montrer qu'il peut stabiliser l'arrière-garde du Real avec des relances propres, avec surtout sa capacité d'anticipation, les bonnes interceptions, et se montrer digne du statut qu'on lui a donné, c'est-à-dire un leader adoré du vestiaire et sur le terrain. Et ça passera par de la régularité, de la confiance, ne plus se blesser, jouer à fond, réussir de belles performances dans de grands matchs, et je pense que les matchs contre Séville et le Barça, s'il les réussit, ça peut vraiment lui relancer la saison. En plus du match contre Braga au milieu de semaine qui sépare les deux matchs de Liga en Ligue des Champions. En tout cas, j'ai confiance en lui. On sait ce qu'il vaut par rapport à ce qu'il fait avec l'Autriche, ce qu'il a fait avec le Bayern et ce qu'il a fait déjà au Real Madrid. Il y a toujours des mauvaises passes pour certains joueurs, peu importe l'âge et l'expérience, mais j'ai confiance en lui avec ses qualités qui sont indéniables en termes de polyvalence, de puissance et de technique pour se relever et en tout cas montrer que c'est un taulier. Sinon, Nacho Rudiger, ça fonctionnait bien, mais Nacho est suspendu contre Séville, donc globalement, pour l'instant, on doit s'en passer. Takefusa Kubo fait une saison exceptionnelle du côté de la Real Sociedad, 5 buts et 2 passes D déjà, celui qui est parmi les maîtres à jouer de la Liga, qui fait partie aujourd'hui des joueurs les plus chers de la Liga, qui a pris le plus de valeur sur les marchés des transferts. Le Real Madrid a 50% en tout cas de part sur une potentielle revente de la Sociedad envers Takefusa Kubo, très sollicité par la Première Ligue ou par pas mal de clubs de Serie A aussi, qui ont déjà lorgné un peu sur lui et ses qualités. Takefusa Kubo qui peut jouer en numéro 10, qui peut jouer en tant qu'ailier par sa capacité de dribble, de percussion, sa vitesse, son intelligence de jeu, sa capacité à tenir le ballon, et surtout il a un pied qui fait des caviars en permanence, qui peut même marquer des buts de loin assez intéressants, et qui a cette capacité à occuper les espaces, se faufiler par cette vivacité, ses appuis, qui en font vraiment une des qualités indéniables pour un joueur comme ça, qui a su passer des paliers en termes d'expérience, et qui explose petit à petit du côté de la Sociedad, qui lui a fait confiance, qui lui offre la régularité et le temps de jeu dont il avait besoin. Et avec le Japon, qui est actuellement une des meilleures sélections du monde, tellement ils arrivent à mettre des 4-0, des victoires de 3-4 buts d'écart minimum à n'importe qui, soit des équipes en tout cas africaines, asiatiques, européennes ou même d'Amérique du Sud. Actuellement, le Japon, depuis la Coupe du Monde, ça marche sur l'eau après quand même de belles prestations en Coupe du Monde. Donc le projet Blue Lock est bien en place comme on le savait tous, mais Takefusa Kubo, qui est un leader de son équipe en club et en sélection, par qui la plupart des ballons passent, par qui toutes les attaques quasiment passent aussi, et c'est un régulateur de haut level dont peut-être le Real Madrid aurait bien besoin. Au Real, on sait qu'actuellement, Brahim Diaz joue pas beaucoup. On sait que tu as Arda Güler qui va arriver petit à petit, qui peut jouer sur les côtés ou en 10. Tu sais aussi que Rodrigo pourrait être en concurrence avec Kubo, et parce que les deux, en tout cas, si tu les mets côte à côte aujourd'hui, si je devais en choisir un pour être titulaire au Real, c'est plus Kubo que Rodrigo. Par rapport à son début de saison qui est catastrophique, on en a parlé l'autre jour dans une vidéo qui lui était dédiée, mais Kubo aujourd'hui est étincelant. Techniquement, physiquement et dans l'efficacité, et ce qu'il a fait contre le Real en jouant contre nous dans un match qui était très compliqué, que le Real Madrid bien sûr a su remonter pour une victoire assez épique en championnat en début de saison, parce qu'on était vraiment mal embarqué sur ce coup-là. Kubo était ultra impressionnant, vraiment ultra impressionnant, et je pense que le Real est pas insensible, et ils savent par contre déjà dès le début que pour le rapatrier il faut mettre 30 millions d'euros, mais le joueur se dit que par rapport à la concurrence et l'effectif en place, même si aujourd'hui il a les qualités pour s'y imposer, avec
sûrement Xabi Alonso ou un entraîneur du moins qui prendra la place d'Ancelotti avec peut-être cet esprit orienté vers les jeunes et les qualités indéniables des profils comme ça, il pourrait avoir sa place. Mais avec Ancelotti, qui est plus conservateur, qui a déjà ses idées en tête sur certains joueurs, c'est plus compliqué d'apporter du changement et de bousculer la hiérarchie. Kubo sous Xabi Alonso, ça pourrait être un régal football assez important et surtout ça lui offrirait des places de choix. Tout comme Brahim Diaz qui pourrait avoir des solutions intéressantes. On sait que Modric pourrait partir du Real, que Kroos aussi pourrait raccrocher les crampons en 2024, que certains joueurs pourraient partir comme Ceballos par exemple si jamais tu vois ils ont pas de place ou quoi. Donc forcément ça laissera plus de place à certains, même dans le cas où tu as Mbappé, Haaland ou je ne sais qui viendrait à la pointe de l'attaque, tu as Rossellou en doublure de cette future numéro 9 qui arrivera, tu as Hendrick aussi qui va arriver. Donc globalement, il faut faire attention aussi à recruter des joueurs qui auront le profil parfait et complémentaire à ce qu'on a déjà, parce que l'abondance de biens ne nuit pas, ça c'est sûr, mais il faut pas que les joueurs soient frustrés, faut pas qu'ils soient bloqués dans leur progression après le temps de jeu. Ça se mérite, il faut participer aux entraînements, il faut être bon, et quand tu joues titulaire ou remplaçant au Real Madrid, même si t'as que 5 ou 10 minutes, faut les faire fructifier, faut les bonifier, et après la confiance de l'entraîneur, quand tu l'auras gagné, tu pourras rentrer dans la rotation. Malheureusement, Ancelotti a du mal, comme je le dis pour l'instant, à donner du jeu à Brahim Diaz qui pourtant l'a mérité par une titularisation conclue par un but ou par des belles rentrées, mais ça va venir petit à petit. Je comprends Kubo qui a pas envie de revenir et faire une Odegaard, sauf que Odegaard, faut pas oublier un truc, quand il est revenu, il a été titulaire pendant 5-6 matchs, voire un peu plus, avec Zidane, et Zidane a compris que pour l'instant il n'était pas du tout dans le coup, il l'a mis remplaçant et d'autres ont fait le taf à sa place, directement, sans délai. Donc forcément Odegaard ne rentrait plus qu'un petit peu dans la rotation, et dans ses rentrées en jeu ou ses titularisations, il faisait pas la diff comme à la Sociedad, et encore moins la diff comme à Arsenal. Arsenal, il a un système de jeu qui lui est propre, il est capitaine, il a certes toute la confiance du monde, ils lui ont laissé du temps d'exploser, mais au Real Madrid, dans un contexte de renouvellement constant, tu n'as pas la même exigence qu'à Arsenal, t'as pas la même pression qu'à Arsenal non plus, et forcément, tu peux pas avoir le temps que tu veux et le nombre d'essais que tu veux pour exploser. Soit t'es bon tout de suite au Real Madrid, le plus grand club du monde, soit tu vas à Arsenal, un club qui est plus fait pour la formation des jeunes qu'autre chose, plus que pour gagner des titres, et du coup là-bas, t'as tout le loisir d'exploser. Donc Kubo au Real Madrid sait que s'il vient, forcément par rapport à l'investissement que le Real referait dessus de 30 millions, ce serait une petite pression en plus, parce que c'est pas la même pression aussi au Real qu'à la Sociedad, mais forcément, c'est la concurrence, c'est la loi du plus fort. Tu le mérites, tu joues, tu mérites pas, tu joues pas, et si le coach considère que t'as pas le profil pour être dans son collectif ou le jeu qu'il veut déployer, mais dans tous les cas, il te sélectionnera pas, ou du moins, il t'achètera pas. C'est comme ça. Après, le Real aura bien besoin d'étoffer certains secteurs comme les latéraux ou compensés par les milieux de terrain qui partiront par d'autres milieux de terrain ou simplement parce qu'on a déjà un effectif et des joueurs qui seront assez polyvalents pour occuper tous les postes, même avec les départs qu'on pourra avoir. Et après, étoffer l'attaque, c'est le minimum pour avoir au moins une équipe A et une équipe B qui puissent tourner entre les matchs importants de Liga, les matchs moins importants, la Ligue des Champions, la Copa del Rey et viser tous les tableaux. Un peu comme on avait en 2017 où oui, tu avais des gros joueurs comme Isco et Rames par exemple qui se battaient pour le côté titulaire ou remplaçant, mais c'était quand même le minimum à avoir. Comme tu avais Morata qui plantait 20 buts dans la saison en Liga, derrière Benzema qui était titulaire, qui en plantait un peu moins, mais qui scorait plus en Ligue des Champions et qui était plus nécessaire pour le collectif qu'à Morata, bah tu vois, tu avais toutes ces concurrences qui se faisaient, avec Pepe, Varane aussi par exemple en défense, et si t'as pas au moins ça, tu peux pas viser tous les tableaux et t'appeler le Real Madrid. La concurrence tire tout le monde vers le haut et c'est le minimum à avoir. Donc Kubo, moi pour ses qualités footballistiques, bien entendu que je le voudrais au Real Madrid, mais après c'est à lui de voir s'il est capable de s'intégrer là-dedans, se contenter de moins de temps de jeu que titulaire indiscutable, sauf si bien sûr il mérite des titulaires indiscutables, voir en fonction du futur système de jeu que mettra en place Xabi Alonso ou un autre coach après Ancelotti, qui favorisera certains joueurs, certains postes au lieu de d'autres, et puis voir aussi qui pourra arriver, qui va partir. Tout est un mélange en tout cas de circonstances qui peut favoriser tel profil au lieu d'un autre. En plus, même si l'extra-communautaire, t'as Rodrigo, Militao et Vinicius qui ont tous leur passeport espagnol. Du coup, on a largement la place pour les extra-communautaires, donc c'est une bonne nouvelle. Et pour finir la vidéo, on va parler de Laporta. Laporta qui aujourd'hui est dans l'œil du cyclone, par exemple, du juge d'instruction espagnol de Barcelone, notamment d'un juge catalan, carrément un juge de Barcelone, qui a décidé d'élargir l'enquête à 2008 jusqu'à 2018, parce que de base, en général, pour tout ce qui s'est passé, peu importe les histoires, tout ça, que ce soit juridique, sportif, etc., du moins en lien avec le sport, il y a toujours une sorte de prescription au-delà des 10 ans. Sauf qu'en fait, certains pensaient que la prescription des 10 ans se valait pour le début, entre guillemets, de l'enquête ou le début de l'ouverture du dossier, qui était donc 2022-2023. Sauf qu'en réalité, la prescription se fait à partir du moment où
tu as la fin des paiements à Negreira, qui est donc du coup le fameux gars mis en cause là-dedans par rapport au paiement que le Barça lui fait depuis plus de 20 ans. Et le dernier paiement en date, c'était 2018. Du coup, moins de 10 ans, ça remonte à 2008. Période où Laporta était président du FC Barcelone, où les paiements ont continué sous son mandat, sans qu'on sache exactement pourquoi, pour quel dossier, pour quelle chose, parce qu'il n'y a rien qui est ressorti là-dedans, rien qui explique et qui justifie de telles sommes d'argent données à l'ancien vice-président du comité des arbitres, et quelqu'un de très influent dans ce domaine-là, qui avait un pouvoir de décision important sur les arbitres, etc., sur leur nomination pour les matchs importants et leur prestige, et sur leur notation, tout ça, et sur certaines décisions aussi, des changements de règles et toute la clique. Mais globalement, le Barça avec Laporta faisait bien des paiements à Negreira. Chose que de base, ils n'avaient pas mentionné parce que ça allait que de Rosell à Bartomeu dans l'enquête, mais le juge instructeur a élargi à Laporta. Et au passage, les personnes concernées vont soit manger une amende exceptionnellement énorme, soit aussi aller en prison pendant un temps, soit être interdit d'exercer dans le football pendant 5, 8 à 10 ans, je crois, un truc comme ça, voire 12 ans. Mais globalement, Laporta est dans l'œil du cyclone, lui aussi est pris là-dedans, il va devoir s'expliquer sur les paiements qui ont été faits, parce qu'au début il accusait Rosell et Bartomeu d'avoir fait ça dans son dos, sauf que comme on le rappelle, ça a été fait depuis plus de 20 ans quasiment. Donc forcément c'était pendant Laporta, même un peu avant Laporta, mais dans tous les cas, tous les présidents d'après se sont succédés et surtout ont fait la même chose. Donc forcément le dossier est bien passé sur la table, tout le monde savait de quoi ça en ressortait, tout le monde savait de quoi il s'agissait, et ils ont tous voulu faire la sourde oreille pour faire genre l'air de rien, mais ils sont dans la merde. Les sanctions vont pas tomber tout de suite, mais petit à petit, le Barça s'enlise dans ce qu'on appelle la merde médiatique, il est vrai, mais aussi la merde sportive, et tout ce qu'ils ont voulu mettre sous le tapis de base, ça commence à ressortir petit à petit. Donc Laporta, s'il est aussi sanctionné comme Rosell et Bartomeu, bah il se peut qu'on le voit plus du tout d'ici pas longtemps. Enfin bref les amis, je vous laisserai me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette longue vidéo. Merci à ceux qui suivent les vidéos avec assiduité, qui s'abonnent, qui cochent la cloche, qui mettent un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. À bientôt pour d'autres vidéos sur le Real, le Barça ou le foot en général. Mes réseaux en description et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.